Exposé de ce matin, il sera l'œuvre de Julie Michel, qui a été formée aux Beaux-Arts de Nantes, puis de Bourges, et qui a commencé en 2015, dans le cadre du collectif Night Owl, un travail de recherche et de diffusion autour de l'œuvre de Knut Victor, dont elle va nous parler aujourd'hui. Alors, elle s'est installée aussi en 2018 à Digne-les-Bains, et a enseigné l'histoire de l'art à l'IDBL, qui est l'école d'art de Digne-les-Bains. Et après 2 années au Cairn, qui est un centre d'art informel des recherches sur la nature, où elle a été adjointe de direction, elle prépare donc cette thèse à l'université Gustave Eiffel, qui explore et questionne à partir d'un corpus artistique associé à ce centre d'art les relations entre art, nature, territoire et écologie. Donc au départ Knut Victor, mais Knut Victor est devenu un élément du travail dont tu vas nous faire part. À toi. Merci. Merci beaucoup David et Pauline Nadrini, enfin les organisateurs de ce colloque, et notamment Alexandre Galland qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui suit avec patience mon projet de thèse et qui m'offre aussi par cette co-invitation donc la possibilité de replonger dans l'un des axes de ma recherche et d'en creuser certains aspects grâce notamment à ces riches interventions auxquelles j'assiste depuis 2 jours. Donc je vais redire un rapide mot de... Le micro n'est pas assez près. D'accord. C'est mieux comme ça ? Super. Un rapide mot de présentation concernant ce projet de thèse dans lequel il s'agit en effet d'entretisser et de problématiser à la fois un travail que j'ai mené autour des archives donc de Knut Victor et un travail historique et prospectif que j'ai mené, donc, comme l'a dit David, en tant qu'adjointe de direction au Cairn, qui est un centre d'art contemporain situé à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, dont l'acronyme est assez révélateur de la ligne artistique du lieu, puisqu'il signifie Centre d'art informel de recherche sur la nature. Et un des objectifs de ma thèse, c'est de tracer, à travers un corpus de démarches artistiques rassemblées par ce contexte dinois, dont Knut Victor a été un des acteurs, une généalogie autour de ce que j'appellerais un art écologique, ou peut-être de manière plus appropriée, des arts du milieu, et de questionner une série de notions à l'œuvre à la fois dans la démarche de Knut Victor, mais aussi pour ce lieu de création singulier et précurseur qu'est le Cairn. Et parmi ces notions, celle de lieu, de pays, de paysage, de territoire, que je mets entre guillemets, puisque ça charrie des éléments bien lourds, et des notions donc, qui sont au cœur de ce colloque, sont également centrales dans ce projet de thèse. Et donc cette invitation autour de l'enregistrement de terrain et du son est pour moi l'occasion d'une focalisation un petit peu plus aiguë sur la manière dont ces notions se traduisent dans la démarche de Knut Victor. Alors, je me suis dit que pour commencer, je pouvais commencer avec ce beau portrait de Knut Victor, en rappelant la mythologie personnelle bien huilée, mais par ailleurs tout à fait juste, qui veut qu'on le présente comme étant ce peintre danois qui va quitter le Nord en suivant les traces de Van Gogh et qui, à la recherche de la lumière, va s'installer au début des années 60 dans le sud de la France et plus précisément dans la partie sud du Luberon, près des gorges du Régalon. Un lieu où il va être complètement captivé par les sons qui l'entourent et où il finira par troquer ses pinceaux contre des micros afin de capter l'immense richesse de ces paysages sonores provençaux. Il va se qualifier lui-même de peintre sonore et il se verra par ailleurs attribuer un autre titre, celui de pionnier de l'écologie sonore, puisqu'il constituera au fil du temps une véritable histoire sonore du Luberon, une histoire qui témoignera aussi de la raréfaction de certains sons, voire par moments de leur disparition, donc que ces micros ne parviendront plus à détecter. Alors je pourrais poursuivre pendant un petit moment cette monographie exhaustive, mais dans le contexte de ce colloque où Knut Victor est, je crois, un artiste bien familier et plutôt connu, il m'a semblé peut-être plus juste et plus excitant aussi de partir d'un autre bout et de plutôt m'arrêter sur ce que sa démarche a suscité comme découverte pour moi, ou plutôt pour nous. Je dis nous puisqu'il est important, mais David l'a rappelé, que
je précise quand même que voilà, ce que je vais présenter ici est très largement nourri par le travail mené en collaboration avec Olivier Crabé dans le cadre du collectif Night Hall qu'on a créé en 2015 et qui nous a menés au cœur des archives de Knut Victor qui sont conservées au musée Gassendi de Digne-les-Bains depuis son décès, donc en 2013. Donc là, vous voyez l'image d'un temps de cette première résidence au cœur des archives qu'on a faite en 2016 et qui a permis l'élaboration donc d'une première exposition publique des archives et qui a engendré l'organisation d'un certain nombre d'autres expositions, comme à la Maison du Danemark, à Paris, ou encore à la galerie La Boxe, qui est la galerie associée à l'école d'art de Bourges, et voilà, d'autres événements, expositions dans d'autres lieux. Donc l'enjeu et le parti pris pour moi. Je passe un peu vite ces images. L'enjeu et le parti pris pour moi, c'est donc plutôt la volonté de partager quelque chose de la démarche de Knut Victor en m'appuyant sur l'enquête menée dans les archives et auprès de ses collaborateurs, mais aussi en essayant de convoquer cette envie et ce plaisir initial qui a guidé le travail de Night Hall et qu'on doit à la formule de Vinciane Després qui dit « Passe ce qui te touche et touche d'autres à ton tour ». Donc je ne prétends pas ici faire une communication sur l'œuvre de Knut Victor en tant qu'historienne de l'art ou en tant que musicologue, ni en tant que spécialiste du son, puisque voilà, ce n'est pas littéralement mon cas. L'idée, c'est bien plutôt de reconvoquer un certain nombre des découvertes faites au fil du temps, des découvertes qui révèlent parfois des aspects un peu moins connus de sa démarche, des découvertes donc faites dans ses archives et qui permettent aussi d'actualiser sa démarche sur plusieurs points, des points que je vais tenter d'égrener au cours de cette intervention. Et je voudrais faire un zoom de quelques minutes sur cet autre portrait. Alors j'ai bien compris que la thématique du jour, ce n'est pas le portrait littéralement parlant, mais c'est une image qui m'intéresse justement du point de vue de ce que les archives en ont révélé, puisque dans un entretien avec l'ornithologue Jean-Claude Rocher, qui a, je le précise, donc édité dans les années 70 les 2 seuls disques vinyles existants du vivant de Knut Victor, intitulés Images et le deuxième Ambiance. Donc, dans un entretien de 1984, Knut Victor, qui est interrogé par Rocher, parle d'une expérience à laquelle il participe à La Rochelle en 1981, donc quelques années plus tôt, et qui sera une expérience tout à fait marquante pour lui, dont cette image est un témoin précieux. Je ne vous en dis pas plus, on va écouter directement cet entretien. Tu es allé à La Rochelle l'année dernière, c'était ça, ou il y a 2 ans? Pendant deux ans. Et qu'est-ce que tu as fait exactement à La Rochelle? Mais là, j'ai participé à une nouvelle expérience qui s'appelle les États généraux du bruit et oui. qui vraiment traite essayer de traiter tous les phénomènes sonores, les phénomènes de bruit. Alors j'étais un peu de spectacle dans cette... Il y avait quelques chercheurs, quelques inventeurs comme toi, ou il y avait surtout des musiciens enfin plus ou moins classiques? Non, on était un petit groupe assez restreint. Il y avait par exemple, l'année passée, il y avait Michel Rodolphi de Marseille qui a fait un concert sous l'eau. Ça, c'était vraiment, pour moi, un événement. Il l'a fait sous l'eau, mais on l'a écouté enregistré sous l'eau. Non, on l'a écouté sous l'eau. Les spectateurs étaient dans l'eau. Oui, ils devraient plonger la tête parce qu'au-dessus, on n'entendait rien. Ah, mais on aurait pu aussi les mettre carrément dans une piscine. Mais c'était dans une piscine, une énorme piscine à La Rochelle, qui était très, très beau. Il y avait trop de monde, ça c'était un peu à un moment donné. Mais c'était très intéressant. Mais le plus intéressant pour moi, c'était quand même comment ça s'appelle, un petit essai avant, quelques jours avant, où on n'était qu'une dizaine de personnes dans l'eau. Et tout à coup, se sentait quelque chose qui se passait à la limite de l'eau et l'air. Oui. Alors le son, c'était un son électronique qui était dans l'eau. Quand on plongeait la tête, on entendait. Ouais. Mais quand on avait la tête au-dessus, on n'entendait plus. Mais on sentait
quelque chose. Il y avait quelque chose qui se passait à cette surface entre l'eau et l'air. Une vibration. Voilà, donc une expérience l'expérience de ce concert de Michel Rodolphi, qui va, comme on l'entend, intensifier pour Knut Victor une manière de percevoir. Et ce qu'il raconte à ce sujet, même si ça pourrait de prime abord paraître assez anecdotique, ça me semble très pertinent, puisque c'est une expérience qui montre extrêmement bien l'importance de ce rapport sensoriel, immédiat et synesthésique au monde, un rapport que Knut Victor n'a cessé de mettre en évidence dans ses œuvres. Dans cet entretien, on entend que c'est vraiment l'expérimentation qu'il a pu faire du son par le corps qui le marque. Et cette expérience de La Rochelle est intéressante car elle nous ramène aussi aux prémices de l'audition. Car on sait en effet que chacun d'entre nous a, à l'état prénatal, d'abord ressenti les sons par le toucher et les vibrations, puisque c'est bien par le toucher que le fœtus va faire l'expérience première du son. Et cet événement vécu à La Rochelle, cette expérience que Knut Victor fait dans l'eau, semble ainsi aussi, être la prolongation d'une autre expérience qu'il a faite à la fin des années 70, en collaboration avec une femme enceinte qui lui passera commande pour un projet sonore dédié à son fœtus et qui donnera lieu à une cassette sur mesure intitulée, qui porte en tout cas l'inscription « En attendant Julien ». Alors, j'ai pas pu résister, comme c'est de circonstance pour moi, à vous faire écouter le témoignage de cette collaboration. Et c'est une émission, c'est assez contextuel, puisque c'est une émission qui avait été diffusée sur la RTBF. Donc, on écoute à nouveau ce témoignage. Et donc, pendant toute la durée de votre grossesse, vous avez écouté cela avec votre enfant? Absolument. Absolument. Partout où je me rendais, parce que j'ai énormément voyagé pour raisons professionnelles durant cette période, et peu importe où j'allais, j'avais le lecteur de cassette, et je faisais mes 45 minutes de relaxation en écoutant la cassette quand elle a été terminée, ce qui a demandé quand même à Knut plusieurs mois, d'une part parce qu'il m'a fallu du temps pour permettre à l'enfant de faire ses choix, et puis que Knut a travaillé beaucoup là-dessus pour les organiser. Et il a eu cette idée géniale que, voilà, vous entendez ici le démarrage de cette symphonie, c'est de partir avec les bruits de mer, avec ces vagues qui viennent mourir sur le rivage, et ensuite il rentre dans le pays en suivant une rivière. Ici, nous avons le son de grenouilles. Et petit à petit, il pénètre dans ce petit Luberon où l'eau n'existe pratiquement plus, quoiqu'il y revienne de temps en temps. Et il fait tout un voyage à travers le son dans ce petit Luberon d'une trentaine de minutes. Et il revient, il termine, donc il fait le cycle, il termine en revenant aux vagues, à la mer. Donc c'est un voyage quasiment, ou en tout cas plus que ça même, initiatique. Et en même temps, ce côté représentatif du ventre de la mer est très très important. Et je trouve ça extraordinaire de la part de Knut d'avoir naturellement perçu cela, parce que dès lors que j'avais sélectionné les sons grâce à ce travail à travers le fœtus, c'est lui qui les a tout à fait agencés. Et un jour, il est arrivé avec la cassette terminée, et c'était un bonheur complet. Complet. Voilà, je coupe. Donc c'est une pièce qui évoque à la fois, comme on l'entend, le cycle de l'enfantement, mais aussi un cheminement parallèle immersif dans le territoire du petit Luberon. Et c'est une pièce qui intensifie très littéralement ce que le philosophe et écologiste David Abraham appelle dans son livre « Comment la Terre s'est tue » le chiasme ou l'entrelacement entre le corps et la terre.
un chiasme qui serait rendu possible par ce dialogue permanent entre les différents sens. Je cite David Abraham qui écrit « Ce serait l'entrevue entre les différents sens qui rendrait possible le chiasme entre le corps et la terre, la participation réciproque entre notre propre chair et la chair du monde environnant. » Et si ce dialogue permanent entre les différents sens, cet entrelacement des modes sensibles ou encore cette perception synesthésique nous semble parfois exceptionnelle, alors qu'elle est bien pourtant la règle, comme le précise Maurice Merleau-Ponty, c'est dans la mesure où, comme l'écrit à nouveau David Abraham, nous nous sommes éloignés de notre expérience directe et de notre contact primordial avec les êtres et les éléments qui nous entourent. Donc l'hypothèse qui m'est ici soufflée, ce serait de proposer et de dire que Knut Victor cherche, à travers ses œuvres et peut-être aussi pour lui-même, à amplifier, à intensifier cette articulation, ce dialogue des sens, cette logique sensorielle, puisque celle-ci le met ainsi peut-être en contact plus resserré avec la Terre et le monde. Celle-ci lui permet d'engendrer une qualité singulière de présence au monde. Alors, je voudrais m'arrêter maintenant sur un dernier. Alors, je fais une petite parenthèse aussi pour préciser qu'on n'est pas dans un rapport pour autant purement nostalgique. Mais bon, ça, on pourra y revenir. J'ai choisi de ne pas développer cet axe-là. Je voudrais m'arrêter maintenant sur un autre exemple, un dernier exemple qui pointe l'importance de cette approche d'intensification synesthésique propre au travail de Knut Victor, en me focalisant sur ce qu'il raconte dans un autre entretien radiophonique en 1988 dans l'émission Multipiste. Et je propose d'accompagner cet extrait par cette image prise par Knut Victor d'un paysan avec son cheval. On écoute. Cette passion pour le son, elle commence quand vous qui venez de la peinture? Il a commencé il y a beaucoup d'années et ça avait à ce moment-là une forte relation avec la peinture. Parce que je me rappelle toujours un jour où je suis monté dans le versant de la montagne, que je regardais devant moi une vallée, c'était ma vallée, ou c'est devenu ma vallée, et j'ai entendu une voix d'un paysan qui criait son cheval. Et pour moi, tout à coup, cette voix est devenue et a pris une forme presque solide qui correspondait exactement à la vallée et le volume de la vallée. Et j'ai compris que pour moi, c'était très, très important, cette liaison entre l'image, même la sensibilité, ou plutôt le côté sculpturel et le son. Et je crois que c'était une des choses qui m'a fait travailler avec le son pendant beaucoup d'années. Et pour moi, le son devient visuel et même des choses visuelles deviennent sonores. C'est comme il y a entre les différents sens une chose commune. Et je travaille toujours dessus. On l'entend, Knut Victor pointe ici la relation extrêmement forte entre l'approche visuelle et sonore, entre le son et la peinture, mais aussi cet aspect sculptural. Et lorsqu'il évoque la voix de ce berger, qui lui semble avoir une relation très exacte avec le volume de la vallée, il pointe aussi un effet de correspondance entre le milieu naturel et les sons des habitants, humains et non humains, qui peuplent ce milieu. Une vision qu'on pourrait qualifier d'analogiste, au sens où la définissent l'historienne de l'art Estelle Zong Mengual et le philosophe Baptiste Morisot dans leurs précieux articles
intitulé « L'illisibilité du paysage, enquête sur la crise écologique comme crise de la sensibilité », je les cite, ils écrivent « La spécificité de l'analogie comme régime de lisibilité » et de postuler que les formes sensibles, de par leur ressemblance avec d'autres notamment, nous renseignent directement sur les significations cachées, les relations invisibles qui constituent le cosmos. Et Knut Victor incarne de toute évidence cette vision analogiste lorsqu'il décrypte, comme on a pu l'entendre, ces influences invisibles et ces sympathies cosmiques entre les phénomènes en relevant ces ressemblances morphologiques. Il me semble aussi opportun d'établir une filiation un peu anachronique entre la recherche artistique de Knut Victor et deux recherches plus récentes dans les domaines de l'écoacoustique et de la deep écologie, puisque cette idée d'une voix qui s'adapte parfaitement à la vallée peut en effet être rapprochée de ce que Jérôme Sueur, écoacousticien rattaché au Muséum d'histoire naturelle de Paris, appelle la sympathie acoustique dans un milieu qui est une théorie d'adaptation des sons à leur environnement naturel, où on suppose que les sons ont une composition physique adaptée à l'architecture, à la morphologie d'un milieu. Et l'intuition de Knut Victor me semble également et à nouveau très proche des recherches de David Abram, que j'ai cité précédemment, qui suggère l'hypothèse suivante. Si nous écoutons, pour commencer, les sons d'une langue orale, les rythmes, les tons et les inflexions qui circulent à travers le discours d'une culture orale, nous découvrirons probablement que ces éléments s'accordent sur des modes subtils et variés avec les contours et le relief du paysage local, avec la profondeur de ses vallées ou l'étendue de ses horizons ouverts, avec les rythmes visuels de la topographie locale. Donc je vous propose une petite écoute qui intègre cette voix du berger dont on a pas mal parlé. C'est un extrait qui est assez proche des éphémères diffusés hier par Jean-François Augoyard, mais qui n'est pas présent dans la réédition qui a été faite, je le précise, des éphémères en 2019 par le label danois Institute for Danish Sound Archaeology, qui se charge de la réédition et de la valorisation, notamment au Danemark, d'un certain nombre des sons de Knut Victor. Donc on va écouter un extrait que Knut Victor est donc très proche des éphémères, mais que Knut Victor diffuse, encore une fois, la RTBF en 1985. Dans le Mistral, le berger qui dirige ses moutons. Le paysan qui crie dans la vallée. La huppe qui pique sur le micro. L'engoulevent qui remplit la nuit d'été. Les cigales qui rient dans la chaleur. Le vin
qui bouille dans le tonneau. L'eau qui tombe dans l'eau et pour moi est devenue une sorte de guide. Et le crayon qui m'a fait ouvrir les oreilles et qui est devenu une petite peinture d'une ambiance de l'automne. Tout ça, parmi tant d'autres choses, m'a donné l'idée de faire une image sonore, une symphonie de Luberon. Désolée, je coupe pour avancer. Dans cet extrait, on retrouve des motifs récurrents de son œuvre sonore, dont les matériaux proviennent tous du territoire du Petit Luberon. C'est aussi un extrait qui pointe bien la manière dont Knut Victor s'intéresse à la relation entre les sons, la manière dont ils s'entretiennent, puisque c'est d'une certaine façon les micro-événements du territoire qui vont le pousser à élaborer quelque chose de plus grand, comme il le dit lui-même, quelque chose de plus grand qui prendra la forme de ces images sonores en quadriphonie, comme celle qu'il évoque ici, image 6, plus connue sous le nom de la symphonie du Luberon. Dont vous voyez ici une sorte de dessin guide, qui est une des rares traces retrouvées dans ces archives de ce qui pourrait se rapprocher d'une partition, avec ce terme évidemment de partition que Knut Victor n'emploie jamais, ce qui semble assez logique étant donné, comme il le dit, qu'il n'a pas de notes comme un musicien. Il ne se situe donc pas dans cette culture musicale de la partition et de l'écrit. Images sonores en quadriphonie qui sont des œuvres donc territorialisées et en même temps assez abstraites et fictionnelles. Dans cet extrait, il faut aussi noter que ces images sonores, là, à l'échelle plus restreinte, sont les fruits d'un long travail de captation, bien sûr, mais également de réécoute, de sélection, de montage, de mixage, de bricole et d'effets de boucle, de répétition, de ralentissement. C'est un véritable travail d'orfèvre et de dentelle, comme le qualifiera Jean-Claude Rocher. Un travail de dentelle qui va contribuer à amplifier les sensations et expériences des sons du vivant et leur réciprocité. Et au sujet de cette réciprocité des sons et de la manière dont ils s'entretiennent, Knut Victor dira, je le cite, « J'ai entendu comment toutes les sonorités de la nature cherchaient à entrer dans la même harmonie. Il y a un équilibre qui donne sens, et là, c'est une musique en soi. J'ai fait des enregistrements où il y avait un engoulevent qui chantait sur un certain rythme. Et en même temps, il y avait un grillon, ou plusieurs grillons par terre. Ces deux sortes de sons entraient vraiment dans une symbiose qui coupait le souffle. » Alors, par rapport à ça, on peut affirmer que Knut Victor aura, au tournant des années 70 et 80, des intuitions très similaires à celles que développe et théorise au même moment, bien sûr, Raymond Murray Schaeffer dans son ouvrage Le paysage sonore, le monde comme musique, dont le titre est suffisamment évocateur, mais également ce que théorise au même moment le musicologue François-Bernard Mage, qui introduira le terme de zoomusicologie, qui lui permet d'étendre la notion d'universalité musicale et d'affirmer que la musique n'est pas un phénomène exclusivement humain. Là, je cite Geneviève Maton, ma directrice de thèse, qui a coordonné d'ailleurs une publication assez exhaustive et monographique sur François-Bernard Mage.
Knut Victor développera, comme on l'entend également, des intuitions similaires à ce que découvre le bioacousticien Bernie Krause, à savoir que les espèces composent tout ensemble des ambiances collectives de manière interspécifique et qu'il y a une sorte de temps de parole partagé où chaque participant à l'orchestre occupe ainsi une niche acoustique définie. Cette notion de niche acoustique, il la développe, qui permet de comprendre ce partage du paysage sonore et les relations qui s'y établissent. Bernie Krause l'a défini largement dans son livre « Le grand orchestre animal ». Alors, je voudrais aussi spécifier que Knut Victor va se distinguer de Bernie Krause en ce que ses captations sont intimement réservées au territoire du Petit Luberon, où il vit, alors que Bernie Krause a, lui, cueilli des sons tout autour du globe. Et j'en profite pour vous montrer cette maquette du camp de base à partir duquel Knut Victor va déployer tout son travail. C'est donc la Bastide, son habitation, qui est une ancienne magnanerie, un lieu qu'il choisira d'ailleurs en raison du son. Et pour être allé sur le site, c'est en effet un lieu qui est très particulier d'un point de vue sonore, avec une résonance toute singulière. C'est une maquette ici qui a été réalisée par son fils, pas Knud, Marc Victor. Voilà donc cet espace qui va devenir littéralement son laboratoire, son lieu privilégié d'enregistrement. Et il utilisera notamment certaines des cavités et grottes situées à proximité comme des paraboles. Et je rappelle que donc, la Bastide est située tout près d'un site de gorges, les gorges du Régalon, qui sont juste derrière. Alors pour revenir maintenant à l'extrait qu'on a entendu, je voudrais souligner l'aspect descriptif très fort qu'il contient, une pratique de la description qui passe par la voix de Knut Victor, qui accompagne, qui vient coller directement au son. Et une pièce emblématique de cela, de cette pratique descriptive, c'est ce conte sonore autour d'une famille de petits ducs que Knut Victor va réaliser en 1984 à partir de centaines d'heures d'enregistrement qu'il captera dès 1978, où l'on entend donc la voix de Knut Victor qui va accompagner les faits et gestes des animaux. Donc c'est aussi un disque qui a été réédité en 2019 en 45 tours par le label danois que j'évoquais tout à l'heure, puisque ce travail n'avait pas fait l'objet d'une édition du vivant de Knut Victor. Et c'est un objet intéressant, puisque c'est un objet hybride entre le documentaire animalier et le conte sonore poétique, et c'est la restitution d'une véritable enquête au sujet du Petit Duc, une restitution qui constitue là pour le coup un véritable portrait sonore de cet animal, avec ce terme donc de portrait qui fonctionne terriblement bien ici, notamment quand on se rappelle que Knut Victor vient au départ de la peinture. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler que ce son du Petit Duc fait pour lui partie des 3 sons caractéristiques du pays lubéronnais, avec le son de la cigale et celui du grillon, et qu'il comparera d'ailleurs ces 3 sons aux 3 primaires en couleur, donc un autre point qui file cette analogie avec la peinture. Des portraits sonores, donc, qu'il va prolonger et développer autour d'autres êtres. Il mènera notamment une très longue enquête autour de la cigale pendant près de 4 ans, mais élaborera aussi des portraits sonores autour de la fourmi, du ver à bois, de l'escargot, de l'araignée, en captant ce qu'il a appelé donc des petits sons. Ces sons dont on parlait tout à l'heure, ces sons imperceptibles et inouïs qui composent la richesse du vivant et qu'il a traqués un à un, de jour comme de nuit, pour les recomposer donc à terme dans ces images, ces fameuses images sonores. Je glisse ici la liste des fameux 10 petits sons. Qui ont des titres bien poétiques: les mouches de vinaigre et leur chant d'amour, le grillon qui ne peut démarrer, les fourmis en colère. Donc c'est une vue de l'exposition qu'on a imaginée à Bourges en 2019. Et bien sûr, ce type d'enregistrement de terrain était à l'époque beaucoup moins fréquent qu'aujourd'hui. Et je vous montre aussi quelques-uns des outils qu'il va se bricoler, se fabriquer pour capter la diversité de ces sons. Donc outils qui font partie aujourd'hui de ces archives et qui constituent des sortes d'amplificateurs d'expérience, pour reprendre l'expression du preneur de son Steven Feld, des outils qui vont lui permettre de se bricoler une sensibilité et de capter les murmures de ce territoire duquel il ne sortira que très rarement. Je vous propose qu'on écoute 2 de ces petits sons, en commençant par le lapin, évoqué d'ailleurs par Pauline tout à l'heure, au fond de son terrier qui rêve et qui ronfle.
On va entendre les verres à bois. Voilà donc une série de petits sons qui nous sortent d'une forme d'anthropocentrisme et qui permettent, comme le précise Alexandre Galland dans son article « Écouter dans les ruines du capitalisme, enregistrement de terrain et forme de vie », de fécondes incursions dans d'autres environnements sensoriels, dans d'autres Umwelten. Des portraits miniatures sonores de Knut Victor qui sont de véritables enregistrements de terrain perspectivistes, notion de perspectivisme qu'Alexandre Galland reprend toujours dans son article à l'anthropologue Eduardo Vivero de Castro pour qualifier, je le cite, une qualité de l'enregistrement de terrain qui sait se rendre curieux des formes de vie auxquelles il s'intéresse. Et c'est ce que cristallise, pardon, j'ai oublié de montrer cet autre outil de captation. Ces enregistrements de terrain perspectivistes donc, que j'évoquais sont extrêmement bien caractérisés par cette petite note retrouvée dans ses archives, où Knut Victor écrit « La difficulté, c'est de capter les détails de la vie sans trop se perdre là-dedans. Et pourtant, quand j'observe les choses ou la vie animale, ça m'arrive que je perds la notion de taille. C'est pourquoi je me cogne la tête quand je veux entrer dans un trou de souris. » Et pour faire écho à ça, je voudrais vous proposer d'écouter un dernier fragment d'entretien qu'il donne en 88, toujours dans l'émission Multipiste. Vous avez enregistré des choses absolument incroyables, comme la naissance d'un petit duc ou par exemple une toile d'araignée qui se tisse. C'est presque de la macroacoustique, ça. Oui, on dit ça. Pour moi, c'est vrai, il y a une différence de technique ou aussi une différence de besoin d'appareils qui sont nécessaires pour faire ça. Mais c'est un peu comme la vue. Pour moi, il y a les proportions, ils sont à l'intérieur des choses. C'est pas la taille qui compte. C'est les proportions, oui, à l'intérieur. Par exemple, si on écoute ou on regarde, si on écoute les événements dans un morceau de bois, avec les vers qui se communiquent avec la percussion, ou si on regarde, comme se fait souvent, une guerre des fourmis, ou les fourmis qui se battent ou qui font autre chose. Là, la taille disparaît complètement pour moi. Au bout d'un moment, on est à leur taille. Et c'est pour ça que je dis que je me cogne la tête quand je vais entrer dans une trou de souris. Parce que on se met sur le plan, même les plans d'écoute, c'est pareil que
que la vue. Et on est dedans, on est transporté avec le son dans le monde qu'on écoute. C'est comme ça avec les escargots, c'est comme ça avec une petite souris qui tète ou le ver qui mange une pomme. C'est un monde qui est accessible. Je ne sais plus le dire. Accessible. Accessible, oui. Voilà, on entend bien là encore comment c'est lors de ces captures sonores, le corps même de Knut Victor se transforme tout en restant par ailleurs relativement immobile, ce qu'il faut peut-être pour faire un portrait. En tout cas, il devient un corps perspective selon toujours une notion que j'emprunte à l'historienne de l'art Estelle Zong-Mengual. Knut Victor acquiert donc par le biais de ces micro-explorations un corps perspective, c'est-à-dire un corps qui apprend à voir et surtout à écouter depuis d'autres corps perspectives, ceux des êtres sur lesquels il enquête. Et par effet miroir, je dirais qu'à l'écoute de ces minuscules explorations, Knut Victor nous invite à notre tour à nous décentrer, à changer d'échelle et à nous rendre poreux et réceptifs à d'autres manières de connaître le monde par le biais de ces autres corps perspectives que cette série des petits sons ou que ces enquêtes sonores autour du Petit Duc et de la Cigale nous invitent à adopter. Et on pourrait dire que ces enquêtes qu'il mène avec une certaine curiosité naturaliste, ces enquêtes qui mènent des incursions depuis d'autres perspectives, depuis d'autres points de vue ou de vie, font de Knut Victor un éthopoète. Cette fois-ci, c'est une formule que j'emprunte à Vinciane Després, qui a défini les éthopoètes comme étant des éthologistes devenus poètes. À force d'astuce et de patience, les éthopoètes, nous dit-elle, peuvent écrire la poésie des bêtes parce que les bêtes sont poétiques et que le corps de certains éthologistes, les éthologistes devenus éthopoètes, est la caisse de résonance de la poésie des bêtes. Les bêtes impriment leur poésie sur le monde et parfois ces poèmes passent par le corps des poètes. Alors pour conclure, et je terminerai donc sur cette autre note extrêmement précieuse, retrouvée dans les archives, je voudrais dire que si, comme le rappelle Philippe Descola dans son cours introductif sur le paysage, de même qu'un morceau de pays, embrassé par la vue, demande une éducation du regard par la peinture de paysage, afin d'être perçu comme un paysage. De même, l'enregistrement d'un environnement sonore ne peut être entendu comme un paysage sonore que si on parvient à y discerner des sons habituels. Et s'il peut être vrai, comme il le précise encore, qu'un paysage sonore n'est donc audible que si l'on a déjà intériorisé ce dont il est le paysage, alors on peut affirmer que Knut Victor aura contribué, de par les invisibles qu'il a investis et traqués dans son milieu, à élaborer une sonographie sensible du Luberon, une sonographie qui va au-delà de la présence de motifs clichés, comme peuvent l'être les sons de la cigale, du petit duc, du grillon, qui seraient ces fameux sons archétypiques ou habituels évoqués par Philippe Descola. Donc si on propose de dire que Knut Victor va beaucoup plus loin qu'une sonographie d'Épinal, c'est parce qu'il constitue, à mon sens, des paysages sonores qui stimulent et surprennent notre écoute par des sons souvent inconnus et inouïs, des sons qu'il bricole, manipule et transforme, comme un peintre donc transforme des couleurs, et qu'il nous projette ainsi dans des paysages sonores justement non intériorisés de ce bout de territoire, des paysages non intériorisés, car non intériorisables, puisque justement issus et tissés de sons inouïs, invisibles et inconnus jusque-là. Et s'il y a bien un dépassement chez Knut Victor, un dépassement de l'approche traditionnelle paysagiste, c'est certainement parce que plutôt que de travailler sur une restitution mimétique et purement documentaire de l'environnement sonore, il aura engagé un travail sur l'expérience de l'écoute, une écoute qu'on peut qualifier d'exceptionnelle et qui contribue en cela à l'élaboration d'une esthétique capable d'élargir notre gamme d'affects et de relations au vivant, mais également d'une esthétique de l'écoute capable de rendre, et je cite à nouveau Alexandre Galland, une esthétique capable de rendre nos paysages plus vivants et plus intéressants, et ainsi d'en faire des territoires à décrire, à mieux connaître et à défendre. Enfin, pour reprendre les termes du colloque, si le portrait sonore part
la dépiction d'individualité joue comme un modèle alternatif et qu'il permet de donner voix aux niches acoustiques qui habitent un territoire et lui confèrent son identité, c'est parce que certains artistes, comme Knut Victor, ont donc développé des corps perspectives, qu'ils ont su être à la fois synesthètes et éthopoètes, et qu'ils ont su, eux aussi certainement, s'entourer de guides et de passeurs, d'intercesseurs. Et je voudrais tout à fait conclure maintenant ma présentation en vous proposant d'écouter l'un d'entre eux, un de ces passeurs, qui s'appelle Roger Jouve, qui est né en 1936, qui a été berger toute sa vie, qui est devenu un ami, qu'on a rencontré en enquêtant sur Knut Victor, et nous nous sommes rendus compte, en l'écoutant, du rôle important et peut-être même essentiel qu'il aura pu jouer pour lui. Donc on écoute un court entretien où il évoque sa rencontre avec Knut Victor et le rapport très singulier qu'il entretient au son de son milieu. C'est un entretien que vous avez fait vous. Oui. Moi, Victor, je l'ai connu dans les années 60 à peu près, 61. Et il se mettait toujours autour de sa maison, sur le monticule, et on se parlait comme ça de loin en loin, puis petit à petit, il a descendu, voilà, on a commencé à parler comme ça, et puis on s'est bien contacté, puis après, de temps en temps, moi j'allais y passer, on blaguait, je repartais, voilà. Et il y a eu des contacts pendant 2-3 ans, ouais, à peu près, avant que je fasse quelque chose avec lui. Après, il m'avait demandé que si je voulais se revoir des endroits dans le Luberon, surtout dans le Luberon, il m'avait dit la première fois. Ben, j'ai dit oui. Et c'est là qu'on a commencé un peu à monter juste un petit peu en haut des gorges, dans les gorges de Régalon. Et après, je disais, voilà, là il y a des grands ducs, là il y a des petits ducs, là il y a certains oiseaux, quoi. Et puis après de là, on a descendu, je sais pas, peut-être un an après, à peu près un an après, on a commencé à parler de la Durance. Et c'est là que j'ai dit, ben oui, la Durance, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'oiseaux quand à ce moment-là. Il y avait pas mal de canards, il y avait des hérons fendrés, il y avait pas mal de choses. Et là, après, quelques temps après, il me dit, mais Roger, moi je voudrais enregistrer le bruit de l'eau. Je dis, ben, le bruit de l'eau, c'est vrai que moi, en regardant les brebis, on ne se rend pas compte, on ne sait pas. Je veux dire, on l'entend tout, mais c'est marrant parce que là, je vais te dire quelque chose, c'est que le bruit de l'eau, dans un même nuit, ça peut changer 5 fois. Tout dépend du vent qu'il y a, tout dépend je ne sais pas, pas que le vent, il y a l'humidité de la nuit. Parce que tu écoutes le bruit à 9h du soir, tu l'écoutes à 3h du matin, c'est plus au même endroit. Voilà. Ça peut être l'humidité des arbres, ça peut être l'humidité de... Il se passe quelque chose, parce que c'est plus, si tu l'écoutes à 9h du soir, tu l'écoutes à 3h du matin, au même endroit, sans bouger, c'est plus le même. Quand je dormais en Durance, j'ai entendu ça. La Durance ne fait plus le même bruit. La rivière, tout entière. Ça a des moments où il y a un son il est comme ça, et puis après, 3 heures après, il change, c'est plus le même. Et pourtant, il y a le même courant d'eau, ni ça a augmenté, ni ça a baissé. La Durance, quand elle monte, elle fait un certain bruit. Et on entend, hein, c'est-à-dire pas besoin d'être, tu peux être à 500 mètres, si tu es bien habitué de ça, tu entends le bruit de la Durance, et tu dis, la Durance monte. Et selon où tu es, selon, je veux dire, comment elle fait, le bruit qu'elle fait, eh bien, elle baisse. Tu le sais, sans aller voir. Par rapport au bruit. Le bruit que l'eau laisse sur les pierres, tu vois. Alors la Durance, quand elle baisse, eh bien, elle tourne plus, elle fait descendre des pierres. Elle fait beaucoup plus de bruit que quand elle monte. Elle monte, elle fait un bruit sourd, mais très léger, très léger. Mais t'entends, mais c'est pas besoin d'aller voir si l'eau monte ou baisse. Et le bruit, quand il fait tant de bruit, la Durance, on dit la Durance brame. Brame, ça veut dire que elle gueule, voilà. Elle fait une chanson, pas la même que... Ah ouais, mais ça, bon, tu ne peux pas l'apprendre en 3 jours. Il faut que tu as resté des années là-bas pour savoir, pour entendre le bruit, sur d'une année sur l'autre, et voilà. Bon. Tu apprends que la Durance brame. Quand il m'a dit qu'il voulait enregistrer l'eau la nuit, puis le jour ou la nuit, mais la nuit surtout. Et bien là, j'ai dit, je suis dans le noir, on entend vraiment bien l'eau qui descend, tu vois, qui tape. Que l'on fait du bruit, tu vois, c'est sur les pierres.
Ah ouais, c'est ça, je me dis quelquefois, puis là, on a enregistré des choses comme ça, pas mal. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant, extrêmement intéressant et qui touchait par plein de façons différentes à la problématique du colloque et qui commençait par, et puis qui finit par se terminer aussi par ce qui s'apparente à un portrait. Au fond, les communications universitaires peuvent parfois aussi être des portraits. Et tu commences par un portrait. Tu as commencé par un portrait de Knut Victor, puis tu nous as fait rigoler avec le fait que tu étais occupé de traiter des portraits visuels, mais en fait non. Et puis du coup, ma première question, mais qui est une question probablement pas très intelligente et très ouverte, donc tu en feras ce que tu voudras, mais tu penses qu'on peut, à partir de, et est-ce que c'est ce que tu as fait dans une certaine mesure, d'une part à partir des archives du travail d'une personne, en proposer un portrait et à partir du travail de quelqu'un qui est d'un artiste sonore, et donc ça peut-être indépendamment des archives ou pas, ça c'est à voir, mais est-ce que sur la base d'un ensemble de constructions sonores, d'œuvres sonores, est-ce qu'on peut en dégager un portrait, ou est-ce que l'absence relative dans son cas du verbal rend la chose, disons, délicate? Voilà. Alors l'absence relative du verbal chez Knut Victor, en fait, du coup ça c'était passionnant dans le travail au sein des archives, c'est qu'on a retrouvé tout un tas d'entretiens qui éclairent, je ne sais pas si c'était ça que tu disais quand tu parles de l'absence du verbal, est-ce que c'est... Dans les productions sonores, à part quand il est numéré, ah oui, choses, d'accord, etc., non, rien à voir. Oui. Alors... ce qui a été, c'est vrai que en tout cas le travail mené au sein des archives a permis d'éclairer un certain nombre d'aspects moins connus de sa démarche, que je disais en introduction, et notamment le fait que il y a cette espèce de mythologie un peu de l'ermite, du chantre, du luberon, donc d'un Knut Victor très isolé dans son bout de vallée, ce qui est en partie le cas, mais dans les archives, ça c'est un des premiers trucs qui nous a sauté aux yeux. En fait, on se rend vite compte qu'il est archi connecté. Alors, pour le coup, on ne sait pas, par exemple, si dans sa bibliothèque, il y avait le bouquin de Schaeffer, mais on n'est pas sûr qu'il l'ait. Tu veux dire quoi par connecté à Internet? Non, pardon, j'ai pas terminé ma phrase, je vais la terminer. Il était connecté à une sphère artistique et musicale contemporaine. Bon, il parle là justement de cette expérience à La Rochelle, mais il était pas si isolé que ça. Il a intervenu dans un certain nombre d'endroits. Après, dans ses entretiens, il évoque assez rarement en fait d'autres. C'est pour ça que je trouvais intéressant aussi de diffuser cet entretien où il évoque le concert à La Rochelle, parce qu'il évoque rarement en fait ses contemporains musiciens. Je suis pas claire? J'ai pas l'air claire. Si, tu es parfaitement clair. Tu es parfaitement clair. Il évoque Michel Rodolphi, la seule autre fois dans les archives où on l'entend évoquer un de ses contemporains, c'est lorsqu'il aborde sa pièce sonore, son image en quadriphonie, Image 9, qu'il fait, ou l'Armoire, c'est son deuxième nom. C'est une pièce qui est réalisée à partir de ces micro-événements sonores, qui est l'enregistrement des vers dans le bois. Et il va finir ce travail en s'enfermant littéralement dans son armoire et en jouant un peu avec les portes. Et donc, le seul autre moment où il va citer un de ses contemporains, c'est à propos de cette œuvre, parce qu'on lui apprend que Pierre-Henry a fait variation, alors je n'ai plus le titre exact, Soupir, pardon. Voilà, merci. Variation pour une porte et un soupir, qui est assez proche esthétiquement de ce que lui est en train de faire. Donc, il va arrêter cette recherche pendant un temps et il la reprendra un petit peu plus tard. Voilà. Mais c'est assez rare. Et donc, voilà, en tout cas, pour répondre peut-être de manière plus frontale à ta question, c'est vrai que oui, les archives permettent d'amplifier, de découvrir des aspects moins connus. C'est aussi une enquête, en fait. J'ai une toute petite question, après je vous passe la parole sur le document. J'étais un peu surpris de le voir signer de son prénom.
C'est quoi le statut ou la nature de ce document? Parce que si c'est pas destiné à quelqu'un d'autre, pourquoi le signe-t-il? Il a peur d'oublier que c'est lui qui l'a écrit. Enfin, tu vois, ça paraît un peu curieux. C'est une question, bonne question. Je te la soumets, tu te débrouilleras avec. Voilà. Et c'est vrai que c'est le seul, c'est un des rares documents écrits qu'il signe. Par ailleurs, les autres petites notes qu'on a retrouvées, elles sont assez nombreuses. Je ne crois pas qu'elles soient signées. Mais en tout cas, ce document n'a pas été utilisé de son vivant par rapport à une édition ou quoi que ce soit. Madame. Merci. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, ça me fait vraiment penser à Giono. Justement, l'année dernière, j'ai lu Regain. Alors, si vous n'avez pas lu Regain, vous lisez Regain et vous écoutez ça en même temps. Parce que c'est la nature, c'est les animaux qu'on ne voit pas, en fait. Ils sont tellement petits, ils sont minuscules. C'est absolument extraordinaire. Et ce rapport entre ce que j'ai lu il y a justement l'année dernière et ce que vous nous avez fait écouter, c'est absolument incroyable. Maintenant, je ne sais pas trop où est le Luberon. C'est dans les Alpes de Haute-Provence? Non, c'est tout près, pas très loin du Vaucluse. Pas très loin de Aix-en-Provence, comment situer ça? Ah oui, voilà, oui, c'est un peu en dessous du Mont Ventoux. Oui. Non, Giono, il habitait Manosque. Bien voilà, sûr. mais c'est pas très loin, hein, on est à 20 minutes de Manosque. Mais effectivement, c'est vrai que la trilogie, Regain fait partie d'une trilogie avec deux autres titres. J'ai oublié le nom là, mais bon, que vous trouvez facilement. Et c'est vrai que c'est intéressant ce rapprochement que vous faites, parce qu'il y a chez Giono aussi une sorte de volonté de réautochtonisation, et c'est un vrai travail sur cette question de territoire, peut-être de Giono, ça lui aurait plu. De pays. Ça lui aurait plu, à Giono. Travailler ensemble. Si je ne me suis pas planté dans l'ordre, j'ai une brochette de 3 questions. Et on commence par M. Ogueil. Oui, merci beaucoup de nous avoir fait réentendre Knut Victor, que j'ai eu la chance et qu'on a eu la chance en famille d'aller voir plusieurs fois à Cheval Blanc, puisqu'il était à Cheval Blanc. Et nous l'ayons rencontré à La Rochelle, puisque c'était Louis Dandrel qui avait organisé ça. C'était quand même une époque où on commençait à sortir de la musique dite classique, et Dandrel avait été quelqu'un qui avait réorganisé les programmes de France Culture. Donc il avait cherché un peu partout tout ce qui n'était pas musique. Et donc il avait connu comme ça Knut Victor, qui par ailleurs faisait bien sûr des symphonies, des tétraphonies à Strasbourg, dans le Festival d'Avignon, etc. Alors, moi, j'avais juste quelques remarques à faire. La première, c'est que je l'ai rappelé il n'y a pas très longtemps. Pourquoi Knut tout petit? Parce que Knut Victor ne voulait pas beaucoup que son nom paraisse. Il disait, je suis une espèce de, moi je dirais, prophète, en tout cas, quelqu'un qui fait parler la nature, qui l'amplifie, qui va la chercher, qui la recompose, mais je ne suis ni musicien, ni rien. Alors, il y a une anecdote assez piquante, justement, qui est avant qu'Éphémère maintenant soit publié. Il m'avait envoyé la cassette, à l'époque c'était des cassettes, qui était donc le prototype, en me disant, veux-tu me faire un dos de disque vinyle? Voilà, donc je lui fais un texte, je lui envoie le texte, et puis pendant 6 mois, plus de signes, plus rien. Alors nous correspondions assez souvent. Et il finit par me dire, écoute, je suis très, très, très embêté. J'ai un problème avec Jean Rocher, pourtant, qui voulait absolument publier et faire connaître notre Victor. Il veut que sur le disque, il y ait Éphémère, et puis Knut Victor, des caractères un peu plus petits, mais que ça se voit. Et en même temps que ça se vende un peu, pour un éditeur, c'est un peu normal. Et il dit, jamais je n'accepterai. Et il avait dit, même pour Éphémère, c'est tellement éphémère, je veux Éphémère en très gros, et derrière, dans le dos du disque, tout petit, Knut Victor. Et il n'a jamais lâché. C'est pour ça j'ai été content de savoir qu'après coup, donc ça a été, c'était édité. Une autre remarque, parce que comme nous y étions allés en famille plusieurs fois, c'est vrai qu'il vivait quand même comme un ermite,
quand on est monté, j'avais demandé à Dandrel, parce qu'il m'a dit amène-lui des caisses de tomates. Il y a sûrement une semaine qu'il n'a pas mangé, parce qu'il était toujours en train de pister ses animaux et il oubliait de manger. Donc on a amené des caisses de fruits et de tomates. Mais il avait aussi le corps suivait, ça, bon, il fallait qu'on ait des photos de l'époque, le corps suivait la morphologie des animaux qui pistaient. À l'époque où il avait installé tout un réseau de tuyaux d'arrosage pour que les fourmis se baladent, se bagarrent aussi. C'était quand même un peu agonistique comme organisation. Et donc, il était complètement voûté. Il marchait voûté. Il avait même fendu il avait juste un short en jean qu'il avait fendu pour pouvoir se plier plus facilement. Et notre fils, qui avait 4 ou 5 ans, a dit « Qu'est-ce qu'il doit être pauvre ?» Il n'a même pas un short qui tient. Parce que le corps était toujours plié, grand et beau que notre Victor, et là, il était complètement plié, comme les fourmis. Il y avait ce tropisme-là du corps. C'est pour ça que l'histoire du trou de souris est très, très sympathique. Oui, on sait aussi qu'il avait été délogé par des frelons qui s'étaient installés chez lui, et donc il a vécu dans un petit camion. Oui, parce que comme il travaillait, ça, bon, après vous devez le savoir, il a travaillé longtemps avec des vieux instruments, comme il avait été à un certain moment à la maison de la radio. Il avait ramené des gros magnétophones, Tandberg, je ne sais plus quoi, des grosses bêtes, et donc il travaillait simplement sur bande magnétique et sur ce que les têtes pouvaient faire. Donc, soit inverser, soit ralentir. Et il arrivait à créer de la réverbération simplement par ce genre de choses. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, les bourdons. Et il nous dit un jour, c'est terrible, j'ai enregistré en tout cas des insectes. Et il les a passés à la vitesse inférieure. Du coup, il y a eu des graves et des extra graves extraordinaires. Et plein d'insectes sont rentrés dans ce qui lui restait de pièces d'habitables. Le reste, il avait laissé en ruine pour qu'il y ait des animaux, des insectes partout. Et donc, il avait juste une pièce, il vivait sur des palettes de Carrefour, et voilà, c'était vraiment le minimum. Et là, même cette pièce-là, il était exproprié pendant plusieurs jours, parce que du coup, les insectes se sont installés, attirés par ces infragraves. Et, ouais. Oui, je me demandais justement par rapport à cette note sur le trou de souris, où justement il dit je cogne la tête et pas je becogne la tête, et je trouve ça assez amusant de voir cette formule-là, où vraiment il s'oublie dans son corps pour aller ailleurs. Et je me demandais en fait si dans des compositions qu'il avait faites, il y avait ce sursaut parfois qui était traduit comme le passage d'une échelle à l'autre. Voilà. Ce sursaut, c'est-à-dire... Ce sursaut, justement, où il se cogne la tête et il revient à son corps physique, à cette échelle, quoi, à son échelle à lui, alors qu'avant, il était projeté. Et je me demandais si dans des compositions, justement, il y avait le signe de ça, ou pas du tout. Disons que la manière dont je répondrai à cette question, ce changement d'échelle, on peut le sentir notamment dans les images sonores en quadriphonie. Donc l'image qui commence, l'image 1, enfin les 5 premières images ont été éditées avec le vinyle édité par Jean Rocher, donc dans l'album Images, et puis ensuite on a l'image 6, Symphonie du Beuron, 7, 8, 9, 10. Enfin la 8 n'existe pas, comme il le dit. Ces changements d'échelle, on peut les sentir dans ces images en quadriphonie, dans la mesure où elles sont justement c'est des espèces de tout. Enfin, en tout cas, c'est des retranscriptions pour Image 6, comme il le dit, retranscription des sensations éprouvées face à cette montagne depuis 30 ans. Donc il y a une espèce de volonté comme ça de retranscription d'un paysage sonore, mais qui est constitué à l'intérieur de macrocosme, quoi, puisque ces images sont constituées des micro-événements qu'il enregistre, et il va réutiliser ces microsons notamment pour l'augmenter dans une image sonore plus large. Donc je dirais que peut-être que les passages, en tout cas, c'est comme ça que moi je répondrai à cette question. Pourrait se faire de ce point de vue-là.
Merci. Merci beaucoup pour cette communication. En plus, ça tombe bien parce que le programme de ces journées, comme l'avait dit David hier, s'est initié à Cerisy dans une rencontre sur les portraits sonores, sur les portraits en général, les portraits de pays en général. Et sur le panel sonore, voilà, il avait beaucoup été question de Knut Victor, donc ça fait parfaitement le lien et ça l'approfondit. Alors, moi, il y a quelque chose qui me semble toujours compliqué à penser chez Knut Victor. C'est ce rapport, mais tu en as parlé un peu, entre la dimension électroacoustique et compositionnelle de son travail, qui est réelle, et l'aspect plus naturaliste, que tu as très bien décrit, avec aussi ses références à l'éco-critique et à Bernie Krause. Et dans ce rapport-là, qui n'est pas toujours évident à penser, je trouve que le paradigme de la peinture joue un rôle ambigu. Parce qu'en fait, il se dit peintre sonore, il propose des peintures sonores, mais quand il parle de peinture, c'est jamais au sens de la dépiction, c'est toujours au sens de la touche, de la couleur. Pour lui, une peinture sonore, c'est pas comme on pourrait s'y attendre un portrait sonore, mais c'est précisément travailler sur la texture et les couleurs du son. Et je me demandais comment toi, est-ce que toi tu travailles sur les œuvres plus électroacoustiques qu'il a pu proposer? Comment ça évolue dans son parcours, ça tu l'as un peu dit, et qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur sa manière de comprendre cette notion de peinture sonore qui est assez présente dans son discours? Alors c'est vrai que moi je l'aborde, mais je crois que c'est parce que c'est un thème qui me touche à titre plus personnel aussi, vraiment par cette approche analogiste, cette vision analogiste, qui situe du coup en cela aussi Knut Victor comme étant un héritier, pour moi, un héritier du romantisme, quoi, anglais. Je sais pas, on peut penser d'un point de vue pictural, par exemple, à Constable, plus qu'à un Turner, parce qu'on sait que Constable va rester, va s'intéresser au paysage de là où il vit, alors qu'un Turner va être plutôt comme, si on fait la comparaison, Constable serait plus proche de Knut Victor que Turner, qui serait lui plus proche de Bernie Krause, dans le sens où Turner a énormément voyagé. Mais je m'éloigne un petit peu. En tout cas, sur cette notion de peinture sonore, moi je l'associe plus à une dimension vraiment synesthésique en fait de son rapport au son. Est-ce que tu pourrais essayer de reformuler ta question, s'il te plaît, parce que je perds le fil, pour que je tente d'y répondre plus spécifiquement. Mais pour lui-même, en tout cas, avant que tu la reformules, lui-même dit qu'il y a une sorte de... Enfin, il fait bien cette distinction entre d'un côté les documents sonores, il dit il y a d'un côté les documents sonores, donc les captations brutes du réel, et de l'autre les œuvres sonores. Donc il y a vraiment déjà cette distinction. Après, sur la question, il y avait un peu de la questions. peinture. Ça, tu réponds à une des premières, le fait qu'il fasse une distinction entre documents sonores et œuvres sonores. La deuxième, c'est plus sur ce modèle de la peinture. Comment est-ce qu'il la comprend? Moi, j'avais compris en lisant ses textes, ses entretiens, que pour lui, le modèle, quand il parle de peinture sonore, puisqu'il emploie très souvent cette expression, c'est pas au sens d'une dépiction ou d'un portrait, mais c'est au sens beaucoup plus abstrait d'un travail sur la couleur et le timbre, avec un côté matiériste aussi, et avec cette importance de la lumière. Et tu as répondu, en fait, parce que tu disais que pour lui, c'est une dimension synesthésique. Donc, en fait, il y a une sorte d'analogie entre timbre, tu dirais, et couleur, peut-être, chez lui, ou est-ce que c'est dans cette tradition-là que ça se place? Oui, c'est sûr qu'il ne dépeint pas de manière descriptive, mais de la même manière, quand on regarde ses peintures, les peintures de pays, parce que lui, c'est un peintre de paysage, en fait, au départ. Voilà. Et ces paysages, c'est des paysages relativement abstraits. Alors après, sur les analogies de termes entre vocabulaire pictural et vocabulaire musical, ça, je saurais moins peut-être répondre et tenter l'analogie. Mais oui, il y a quelque chose de plus d'assez... je ne sais pas. En tout cas, voilà, tu as lancé une piste de réflexion. Mais ça me fait penser à un élément que je n'ai pas pu rapatrier dans le cadre de la présentation, mais qui est hyper intéressant, c'est son fameux tétramix,
qui appuie encore davantage ce rapport à cette peinture sonore. Le Tetramix, c'est une sorte de console de mixage à 4 voix qu'il a imaginé pour diffuser ces images sonores quadriphoniques. Et donc, sauf que c'était une console de mixage un peu particulière puisqu'il dessinait littéralement le son dans l'espace, sur la plaque. Et c'est ça qui venait guider le son dans l'espace. Mais ça en passait par un dessin d'abord. Donc il spatialisait aussi en dessinant, donc en rejouant ce geste du peintre ou du dessinateur. Voilà. À la fin de la présentation, tu as parlé d'un terme qui c'est les paysages sonores non intériorisés. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais un peu l'expliciter? C'est venu à la fin. Oui, alors c'est pas ça vient pas de moi, hein, c'est Philippe Descola qui parle de ça, des paysages sonores non intériorisés. En fait, moi, la manière dont j'ai compris cette citation, c'est cette idée que, en fait, il dit précisément, je vais le reciter, qu'un paysage sonore n'est audible que si l'on a déjà intériorisé ce dont il est le paysage. Et en fait, je dis que Knut Victor, peut-être que là où il aura été assez pionnier d'une certaine façon, c'est aussi dans sa manière d'aller chercher ces sons. Alors aujourd'hui, effectivement, 50 ans, 60 ans plus tard, c'est hyper courant, mais d'aller chercher des sons inouïs, inconnus, donc aussi non intériorisés, parce que non intériorisables, puisque voilà, il fallait faire ce geste de captation pour aller les chercher. En fait, dans la manière dont Descola emploie cette idée de non intériorisé, c'est aussi l'idée de son non archétypique ou non archétypaux. Parce que, voilà, comme j'essaie de le dire dans la conclusion, chez Knut Victor, il y a des sons archétypiques, hein, ceux de la Provence, les fameux 3 sons de la cigale, du grillon et du petit duc, qui vont être l'espèce de base, de trame, voilà, qui va structurer la plupart des images sonores. Mais par ailleurs, et parallèlement, il y a une investigation de sons beaucoup moins reconnaissables aussi, peut-être, donc beaucoup moins intériorisable. Voilà. Maintenant, en fait, le truc, c'est que je crois que son œuvre, de par ses diffusions multiples, ont peut-être généré des paysages qui du coup, sont beaucoup plus... Enfin voilà, les sons qu'on entend maintenant, on les reconnaît puisqu'il nous les a donnés à entendre. Voilà, c'est juste aussi simple que ça. Ils sont devenus. J'avais une question à vous poser encore cette fois. Pour vous, quel est le statut des petits inserts de ces fameuses gouttes d'eau qui sont le début de son travail, puisqu'il a débarqué, il a eu envie d'acheter ce vieux mât en ruine, et il a été surpris par la chute des gouttes d'eau dans les tonneaux, puisque c'était un mât de tonnelier. Et là, enfin, d'après ce qu'il nous a raconté, il dit tout d'un coup, je me suis dit, j'ai envie de changer d'art et d'être un sculpteur de son, parce qu'il était sculpteur aussi. Et donc, c'est juste. Dans ses œuvres, maintenant, quand on entend ces œuvres-là, du point de vue cette fois de l'auditeur, quel type de plan c'est selon vous? C'est un rappel d'une espèce de jeu, un dicté qui dirait, ben voilà, je continue à vous raconter, donc ding, 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 mes gouttes d'eau, qui sont le plan qui serait le plan du commentaire ou du rappel de l'auteur. Et puis par ailleurs, les documents, les sons enregistrés, bien sûr qui sont retravaillés infiniment, mais qui sont donnés comme des sons de la nature. On a vraiment et très souvent dans ces œuvres, on a comme ça cet aller-retour, ces ponctuations, comme des jingles, je dirais presque, ça fait penser à ça. Qu'est-ce que vous en diriez là? Alors, par rapport aux gouttes d'eau, plus spécifiquement? Oui, parce que très souvent, il y a ces espèces de ponctuations qui sont les reprises de gouttes d'eau. Il y en avait un exemple tout à l'heure, justement.
c'est pas, je saurais pas quoi répondre là immédiatement. Enfin, j'ai l'impression que c'est un motif effectivement très important, très récurrent. Après, sur ce qui deviendrait signifier ou pointer de particulier, voilà, c'est une espèce de rythmie. C'est un peu extra-diégétique, il passe ailleurs et puis ça revient. Alors ça, c'est une espèce de jeu. Je continue mon récit. Je me suis demandé souvent, bon, j'ai pas eu l'occasion de lui en parler, puisque je l'ai pas revu. Est-ce que ça a à voir aussi à la composition in situ? C'est-à-dire que est-ce que quand il a des stratégies pour aller mettre un microphone dans un terrier de lapin, par exemple, cette technique du piège à son, quelque part, elle est un peu extérieure, il va ramener une matière qui est un peu différente du geste premier parce qu'il n'a pas façonné ce geste, il n'a pas de retour réflexif, c'est quelque chose qu'il a posé, il le récupère après. Alors que les gouttes d'eau, il y a vraiment quelque chose de l'ordre compositionnel dans l'instant, comme créer une ambiance, par exemple. On va travailler les plans, la latéralité, la profondeur, etc. Pas, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Après, c'est vrai que, y compris dans le geste de placer ce micro dans ce terrier de cette manière, etc., il y a aussi un geste qui est moins fort compositionnellement parlant, mais qui est aussi un point d'écoute qui le définit. Mais ce que je veux dire, c'est que la matière qu'on va récupérer, c'est une matière qui est séparée. Il y a une rupture, en fait, avec la tension d'un moment présent, où là, on sait ce qu'on fait. Et après, il y a une matière qui est hétérogène, quoi, qui est étrangère à nous. Donc après, il faut la réinterpréter. Et donc peut-être ça va être plus de la citation dans cet ordre. Je sais pas. En tout cas, la fascination pour l'eau, elle est très forte. Et il avait réalisé ce court-métrage Aquarelle, qui avait d'ailleurs été diffusé pendant tout un temps en avant-première des films de Truffaut. La mariée était en noir. Et Aquarelle, vous entendez le titre, hein, c'est toute une déclinaison autour de l'eau. Hein. Il va filmer dans le port je crois, de Marseille, des gros plans comme ça sur l'eau et associé. Alors là aussi, c'est vraiment toute une articulation son-image très synesthésique là aussi entre les sons, ces fameuses petites gouttes et ce rapport visuel qui accompagne ce qui se passe d'un point de vue sonore et il dit l'idée c'était, on fait souvent l'idée pour lui c'était de faire un son filmé et de mettre l'accent vraiment, ce que ne faisait pas suffisamment pour lui le cinéma, de mettre l'accent vraiment sur la dimension sonore en fait du film. Ne pensez-vous pas qu'un son doit être intériorisé, reconnu et aussi nommé? Il n'y a pas de reconnaissance véritable pour moi sans la nomination, la dénomination. C'est une remarque, hein, c'est pas une question. Enfin si, ça peut être une question. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. C'est parce que j'ai fait tout un travail sur les sons du quotidien, les sons de la maison, et une propédeutique de l'écoute à partir de ça. Et mon but, parce que je suis professeur d'anglais, mon but était qu'on reconnaisse les sons que j'avais pris en Angleterre, ou bien les sons qui étaient en France. Et mon but, c'était un son égale un mot. Et donc d'avancer dans le vocabulaire par la reconnaissance auditive avant de la reconnaissance visuelle. Elle existait aussi, parce que ma classe était tout un mélange d'objets. J'avais les petits, donc d'objets du breakfast, la théière, le grille-pain, tout ça. Bon. Donc on pouvait entendre un son, puis faire voir dans la classe d'où sortait ce son, et puis de le reconnaître et de l'utiliser ensuite. Alors pourquoi je vous dis ça? Je sais pas. Un son, un mot, je crois que le son n'existe pas tant qu'il n'est pas nommé. Enfin, pour moi, dans mon travail. Et c'était à des fins d'apprentissage par le sonore, d'apprentissage des mots par le sonore. C'est une remarque. C'est pas seulement ça, oui, c'est l'affinement de l'écoute, mais ça, il faudrait que je parle de mon expérience. C'est l'affinement de l'écoute, étant donné que le son est dans le temps. Les enfants avaient l'habitude de ne pas prendre la parole avant d'avoir entendu la fin du son, parce que souvent, dans la fin, on a l'énigme. Hein. Pendant tout le temps, on peut se demander, tiens, c'est ça ou ça, ça ou ça, et à la fin, on a la résolution. Voilà. Donc, c'était pour éduquer l'attention, l'écoute, et puis ensuite l'apprentissage de la langue, en l'occurrence c'était l'anglais. Voilà.
Ok, bah, je vais faire court alors. Ouais, c'était pour vraiment faire réaction directe. Moi, depuis ce 1 jour et demi, du coup, ma réaction d'une phrase, ça serait de dire aussi, est-ce que du coup, il peut y avoir portrait sonore de pays sans nommer? Et c'est un peu une réflexion que je trouve qui est un peu en filigrane aussi de tout ce qu'on dit. Est-ce que à partir est-ce que c'est pas un mythe un peu pieux que de rassembler plein de sons et que à travers la composition ou à travers le son brut ou à travers quelque chose en émerge un nom, en émerge un élément qui ferait portrait, qui ferait individualité. Et du coup, moi je vous rejoins, j'ai vraiment le sentiment, à force là d'en parler ou d'y réfléchir, que j'ai l'impression que c'est pas possible. Et ça rejoint en plus une discussion qu'il y a eu, plusieurs fois on a parlé de l'importance de la notice qui accompagnait un son. Et j'ai l'impression que ça revient aussi, c'est que voilà, tant qu'on n'a pas mis des mots et qu'on n'a pas explicité le pourquoi du comment de la création sonore ou de l'ensemble sonore, en fait on n'arrive pas à lui donner un corps qui fasse idée ou qui fasse du coup pays, puisque là l'idée qu'on cherche à construire c'est l'idée d'un territoire ou d'un pays dans un autre sens. Voilà, c'était ma remarque. Je pense que c'est assez fondamental et qu'en fait c'est au niveau verbal que se joue l'effet de synthèse, que ce soit de façon directe ou indirecte via des métaphores quelconques qui renvoient à tout le background générique qu'on peut avoir en tête sans même, je dirais, l'activer explicitement. Mais effectivement, c'est les questions que je me pose depuis le début et c'est pour ça que régulièrement les interventions que je fais touchent aux éléments verbaux, ce qui n'est pas complètement absurde étant donné que ma matière à moi c'est le littéraire, donc le texte, pour l'essentiel. Voilà, donc, mais oui, je suis assez en phase avec au moins une perplexité qui rejoint ça. Voilà.